Cet essai sous le titre du Père. Je parle doucement parce qu'il est 23 heures et donc il y a les voisins, donc je suis obligé d'en tenir compte. Et en fait, peut-être c'est pas trop le moment pour parler du Père parce que c'est un sujet qui mérite d'être en disponibilité totale pour pouvoir l'entreprendre. Seulement si je ne commence pas ce soir, je ne commencerai peut-être pas plus tard. En tout cas, je vais essayer de commencer par l'écriture, mais je ne suis pas arrivé très loin. Donc je m'attaque à ce sujet. En tout cas, cette fois-ci, en une première tentative par le biais de l'oral et de l'oralité, j'espère arriver à avancer sur le sujet. Je commencerai par dire que peut-être il y a dans certaines civilisations sûrement des figures d'autorité, des figures adultes qui ne sont pas obligatoirement le père biologique, mais qui jouent un rôle important et donc il peut y avoir peut-être aussi un partage de cette autorité, donc il y aurait euh, des références multiples et on n'aurait pas obligatoirement un face-à-face avec une seule personne, qui plus est la personne directement, biologiquement responsable de votre existence. Il y a dans cette situation comme une sorte de lien de dépendance, ou plutôt de cause à effet. Sans le Père, je n'y serais pas. Donc je suis, en quelque part, je lui suis redevable de ma vie. Cette situation qui crée un déséquilibre est difficile de la part du père, peut-être aussi de la part de l'enfant, de la part du fils, d'arriver à dépasser cette situation première de manière à construire des relations ou des rapports riches, des rapports dynamiques, des rapports en progression, des rapports qui tiennent compte du changement qui touche évidemment les deux partenaires de cette relation. Le père vieillit, le père change, l'enfant ou le fils change, le fils devient aussi un adulte, il peut aussi, lui aussi, commencer à être touché par les problèmes de l'âge. Donc obligatoirement, il y a une volonté que ces dimensions soient prises en compte dans toute. Je ne veux pas utiliser le terme d'évolution parce qu'il est connoté. Une évolution, c'est toujours partir d'une situation primaire pour aller vers quelque chose qui lui est supérieur et donc une position beaucoup plus évoluée, c'est presque un jugement de valeur. En quoi sommes-nous meilleurs? En quoi est-ce une amélioration? Comment peut-on considérer que notre situation est une amélioration par rapport à la situation des autres humanités qui nous ont précédés? C'est un problème de point de vue, comment dire, c'est culturellement très marqué. Ça appartient à une culture, à une civilisation qui
qui a une vision linéaire des choses et, et elle en sort pas. Donc dans une relation père-fils, il faudrait oublier la vision linéaire, l'approche linéaire, pour que la relation soit beaucoup plus complexe et beaucoup plus interpénétrante que, que, que l'on peut que, euh, que ce qui est peut-être ce qu'il est possible d'admettre ou à, à la à première à première vue. Donc quelque part avec la vieillesse et avec l'installation d'une solitude, certaine solitude pour certains et d'une solitude certaine pour d'autres, ce qui reste, ce qui transparaît, ce qui en fait remonte à la surface, ce sont ces rapports que nous avons eus avec notre passé. Comme nous avons du mal à vivre dans le présent, comme le présent nous est quelquefois hostile, ou en tout cas il produit de l'indifférence, nous sommes indifférents des fois vis-à-vis de ce que nous vivons, et les autres, nos semblables, sont aussi quelquefois indifférents à ce que nous pouvons vivre. Donc, nous régressons vers les lieux mémoriels, vers ces moments où nous avons vécu de façon beaucoup plus changeante, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus riche, même dans les rapports conflictuels, même dans les situations de conflit, il y a production de sentiments, il y a production de vie, il y a production de, de souvenirs. Mais dans une vie comme peut l'être la mienne, il n'y a plus de production de quoi que ce soit. Il y a juste une réaffirmation de l'inutilité de tout effort, de toute tentative d'instiller de la vie, d'instiller du changement dans le cours de mon vécu. Donc, une des figures centrales, évidemment, est la figure dans ce retour vers le passé, est la figure du Père. Nous devons faire face à ce Père, à sa personnalité, à son ego, à sa capacité à faire et à ne pas faire. Donc nous faisons face au Père tel qu'il nous a semblé avoir été. C'est quelque part un référent primordial, mais c'est un référent qui crée de la, comment dire, de la déception. Et je le comprends, tout à fait. C'est l'enfant, moi enfant, qui attendait trop de lui. C'est l'enfant qui attend trop de l'adulte, qui peut-être attend aussi trop de la vie. Quand on grandit et quand on arrive à un certain âge, on se rend compte que ce qu'on a pris pour un, comment dire, un défaut particulier à une personne est un défaut commun et, et quelque chose que nous, soi-même nous partageons. Nous vivons en ayant recours soit à comment dire, soit en ayant recours, j'allais dire,
nous renonçons, nous pratiquons le renoncement sous diverses formes. Nous pratiquons le report, nous reportons des passages à l'acte, surtout dans des situations importantes. Nous passons notre temps à reporter. Nous devenons même experts dans cet art-là. Évidemment, l'enfant, il a un rapport aux choses qui est un rapport il s'investit trop dans les réponses, dans les attitudes, dans les comportements des adultes. Donc il y a un surinvestissement dans, dans ses réactions, un surdimensionnement. Il y a quelque part une vision un peu trop déséquilibrée. Mais qui peut apporter justement, qui peut combler ce problème, qui peut répondre à ce problème? Il suffit une parole qui peut être dite par un adulte de façon presque nonchalante, prend toute une autre dimension. Elle devient fondatrice. Nous sommes prisonniers de certaines paroles fondatrices, premières, qui ont été dites sur le ton, quelque part, de la provocation, du défi. Moi, ton père, je te provoque, je te défie de me répondre. Je sens que je vais te piéger, je vais me jouer de toi, je vais dire quelque chose de très fort et tu ne pourras pas te retourner contre moi parce que tu estimes que tu n'es pas capable de me faire face. J'attends que tu me fasses face, mais en même temps, je crée les conditions pour que tu ne le fasses pas. Je perpétue le type de relation qui fait que tu ne pourras jamais passer à l'acte, c'est-à-dire me faire face et me dire que je fais n'importe quoi, ou je suis un plaisantin, ou je suis... Mais quelque part, de la part du père, un jeu un peu particulier. On joue avec quelqu'un qui n'a pas la même, les mêmes capacités pour répondre. D'où, encore une fois, un déséquilibre dans la relation, un déséquilibre dans les rapports. Évidemment, je parle et rapidement je suis parti sur des sujets fondamentaux, mais des sujets, pas des choses qui ne se sont pas passées comme peut-être je l'aurais souhaité. Nous apportons un peu de relativisme, mais je dois quand même rectifier, apporter un élément qui n'est pas si petit que ça, un élément important. Si dans la civilisation qu'a connue mon père, dans le temps de mon père, il était question de se marier, même s'il l'a fait tard, et s'est marié, si dans la société de mon père, on faisait des enfants, dans ma société, dans mon temps à moi, on n'en fait pas. Quel qu'ait pu être le comportement de mon père, il a donné naissance à une descendance, ce que moi, je n'ai pas pu faire. Quoi qu'il en soit, la question s'arrête avec moi. À un moment donné, j'ai été incapable de prendre le relais et de devenir père à mon tour, de manière à vivre, à traverser les mêmes épreuves, à s'exposer aux mêmes défis et peut-être à créer chez ce qui aurait pu être mon enfant des raisons, des
des sujets, reproches, créer chez lui de l'attente, déçu, etc. Et ainsi j'aurais continué le cycle. Mais malheureusement, ce cycle-là s'arrête avec moi. Il y a comme euh, quelque chose qui ressemble à l'explosion d'un modèle. Je vis une crise, j'allais dire de civilisation, mais en tout cas c'est une crise existentielle d'une ampleur inédite. Je suis l'aîné, obligatoirement j'aurais dû être le plus à même de fonder une famille. Donc c'est un monde qui se termine et un autre qui arrive. Et les liens entre le monde ancien et le monde actuel ne sont plus tellement aussi nets que ce qu'on aurait pu espérer ou attendre. Donc il faut faire, à un moment donné, chacun est dans ce rapport au Père, chacun est quelque part face à la même problématique qu'un autre, ce qui rend la généralisation, ce qui rend la discussion, la communication autour de ce sujet quasi impossible. Il ne s'agit pas de créer la communication, de la juxtaposition de récits, il s'agit de faire communiquer les récits, mais pas sur un plan simple, un plan apparent. Il faut essayer d'aller au-delà de ce qui est apparent. Le mot élevé et quelque part me paraît un peu, c'est ce qui est particulier, quelque chose à souligner dans cette histoire, c'est qu'on utilise le même mot pour dire faire grandir des enfants dit élever. L'élevage, le même terme qu'on utilise pour les animaux domestiques. Quelque part, pour une fois, qu'on est linguistiquement, on est sur le même plan, c'est à signaler. Seulement, dans cette aventure de de l'élevage, il y a bien entendu des ratés et pourquoi pas des succès. Donc, je vais revenir sur le temps de l'enfant. C'est un temps comme si, par exemple, on peut comparer et, en termes de plantes, en termes de monde végétal, comme s'il y avait des plantes qui poussaient normalement à un rythme lent, un rythme presque impalpable, puis des plantes qui pousseraient très vite. Il y a chez l'enfant comment dire, un rapport accéléré aux choses. Une année pour lui peut représenter l'équivalent de 3 ou 4 ans chez un adulte. En une année, il va vivre énormément de choses, il va accumuler énormément d'approches, énormément de sensations, d'impressions. Et c'est en cela qu'il diffère de l'adulte. Il accumule énormément de choses et parmi cela, il y a des choses qui ne sont pas exactement tout à fait des choses dans lesquelles il y a de la l'approximation. Il y a de la précipitation à juger. Euh, il y a du jugement qui est un peu trop hâtif. Pourquoi nous n'arrivons pas à aller au-delà, quelque part, à transcender, à aller au-delà de ce qui est super biologique et bien sûr qui est un peu plus que biologique? Pourquoi nous restons déterminés, nous restons quelque part
en rapport, euh, en rapport permanent avec cette figure-là, alors qu'on pourrait très bien utiliser d'autres rapports, d'autres personnes avec lesquelles on aurait des rapports comme ça, d'élève à professeur, d'élève à maître, et pour lesquels on aurait là encore un sentiment d'affiliation, un sentiment quelque part on aurait de nouveau face à nous une figure importante, une figure de référence. Pourquoi cette figure-là, la première figure, reste l'essentiel? Je me pose la question. En quoi j'avoue mon incapacité à être tel que, à marcher dans les pas de mon père? Je n'ai pas réussi à m'en réclamer, je n'ai pas réussi à créer cette parenté effective. Je suis encore là encore, je suis victime d'un problème ou d'un mal du siècle, ce XXe siècle, qui a introduit tant d'éléments de, tant d'éléments d'instabilité dans les relations, dans le rapport entre les gens. Un siècle qui a produit des désirs, des attentes sans rapport avec ce qui a fondé les sociétés pendant des temps extrêmement longs. D'un seul coup, il y a une volonté de s'émanciper et qui prend des proportions assez, assez importantes. Et on admet qu'il y a toujours un besoin d'émancipation, mais cela a dépassé tout ce qui était connu auparavant. Il ne s'agit même plus d'un désir de transgression, il s'agit de vivre autrement, c'est-à-dire de vivre en rupture. Une rupture en nourrit une autre, et puis cela ne s'arrête pas jusqu'au jour où on est face, où on est soit un être euh, qui est obligé de se cacher, un être qui ne peut pas exprimer la vérité sur sa réalité propre, sur son parcours de vie. Il y avait cette civilisation plus ou moins agraire et ses déclinaisons. Il y avait ce rapport à la terre et aussi à la ville, mais la ville restait tributaire, restait liée à la campagne, à la civilisation agraire. Il y avait peut-être une certaine simplicité dans les rapports. Les désirs n'étaient pas des désirs énormes, il n'y avait pas toute cette, tous ces besoins. Il suffisait qu'un certain ordre ne soit pas trop perturbé, qu'il n'y ait pas de famine, pas d'épidémie, pas de, pas de désordre politique, et pour peu que le ciel soit clément, et les choses pouvaient de nouveau, on vivait dans un cycle perpétuel, on était en rapport avec la terre et donc en rapport avec les cycles végétaux, et cela aussi régissait la vie. Simplement attendre, préparer la terre, l'ensemencer, puis attendre,
puis récolter, transformer et consommer. Et de nouveau retravailler la terre et ça reprenait. Il n'y avait pas de volonté d'aller croiser, je ne sais pas où, dans l'espace, ou d'aller résoudre les équations impossibles, ou d'aller explorer les territoires de la physique, de la physique moléculaire ou autre. Il n'y avait pas il n'y avait pas cette course derrière le savoir, derrière la connaissance, quelquefois la connaissance pour la connaissance. Il n'y avait pas cet éclatement de l'horizon symbolique et référentiel. Il n'y avait pas toutes ces questions, toutes ces demandes, toutes ces questions et sous-questions et sous-sous-sous-questions. Cette, cette, ce monde, il n'y avait pas la volonté de construire un autre monde, de faire et de construire ou de refaire. Il y avait un rapport simple, il s'agissait que ce rapport-là puisse se perpétuer. Et voilà. Donc, le passage vers cette civilisation de l'être, de l'individu, de l'un avec les autres et quelquefois contre les autres. Cette civilisation, ce mode de vie qui crée de la parcellisation, qui crée de la singularisation, qui crée de l'isolement. Bien sûr, tout le monde peut vivre la situation, connaître l'isolement. Ce n'est pas parce que on est entouré qu'on ne traverse pas des moments où on se sent un peu à part. Mais cela ne durait pas toute une vie. C'est la rareté de l'accès à l'humain qui devient le véritable problème. La parentèle, avec tous ces embranchements, avec cette extraordinaire profusion de personnes autour de soi. Il y avait profusion. C'est des liens à n'en plus finir. À tel degré et parents avec vous, à tel ou tel degré, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, et ça ne finissait pas. Et aujourd'hui, à quel degré de parenté peut-on se référer? Il y a peut-être des gens au premier degré, mais on ne connaît plus le deuxième et le troisième degré, c'est fini. Et même avec le premier degré, il y a des problèmes. Donc vivre seul, comme si le prix à payer devait être un sentiment d'inutilité. Être avec les autres, c'est pouvoir se rendre utile, faire des choses. Bien sûr, quand on vit isolé, quand on n'a pas les moyens, et même quelqu'un qui n'est pas isolé, il n'a pas l'impression de servir en dehors de l'obligation de travailler, il n'a pas l'impression de servir à beaucoup de monde, d'être utile à beaucoup de monde. Il faut qu'il le soit dans un cadre institutionnel, vraiment dans le cadre d'une association bien organisée autour d'un objectif ou des objectifs bien précis. Tout est réglementé. Il faut être autorisé, il faut être enregistré. Rien n'est informel, rien n'est libre. Tout est sous contrôle. Et donc, si on a un petit espace à soi, et cet espace est bien sûr menacé de toutes sortes par des tas de gens, il n'y a aucun, comment dire, on ne trouve pas d'alliés, il faut chercher des alliés, il n'y a pas d'alliés, il
faut chercher des gens, il faut chercher à avoir des relations proches avec, avec des gens qui eux aussi cherchent la même chose peut-être, mais pas avec vous. Et donc à chaque fois, alors que la base familiale était une base qui présentait ce caractère de la durabilité, de la permanence. C'était des relations assumées, des liens revendiqués et entretenus. Et donc, si je peux, donc je reviens sur le père, parce que tout cela a une relation avec le père. Donc je me retrouve à vivre dans un monde que je ne peux pas revendiquer, un monde qui m'est en partie étranger, alors que je souhaiter. Bien sûr, je me suis émancipé, mais émancipation peut, peut correspondre à, à quelque chose qui n'est pas du souhaitable. Je commence à me fatiguer, c'est toujours le même obstacle, le même horizon bouché. C'est à un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Donc on est quelque part un observateur, enfin, on revit notre propre passé, mais tel qu'il s'est passé. Il est difficile d'apporter des rectifications, il n'est pas possible, mais parce que cela s'est passé ainsi, et tant que la mémoire est fidèle, les scènes sont revécues de la même façon. Ainsi, il y a toujours ce travail de distanciation, le travail de mise en, comment dire, en contexte. Il faut contextualiser pour comprendre. Bien sûr, on peut être dans un travail de... on peut offrir son pardon, qu'il soit pardon silencieux ou un pardon bien audible. Mais est-ce que le père est en attente d'un, comment dire, d'un acte de ce type de la part de ses descendants? Je ne le pense pas. Quelque part, pourquoi est-il si difficile de faire correspondre ma situation d'isolé, de solitaire, et celle de mon père, qui lui aussi est seul, en fin de vie, est seul? Je ne sais pas si je vais vivre plus longtemps que lui, mais encore, je ne sais pas qui va mourir le premier, mais nous vivons. Pourquoi il n'est pas possible de, de pouvoir me joindre à lui pour créer quelque chose qui soit euh, différent de ce qui a été quand j'étais enfant? Bien sûr, il y a des choses que j'ai abandonnées, le père castrateur, le père machin, le père fouettard, tous ces trucs-là. Il est évident que euh, c'est quand on abandonne une vision, quand on abandonne une approche, par quoi la remplace-t-on? On se remet en cause, on se dit qu'il y avait une surinterprétation d'un événement ou d'une parole et qu'il faut obligatoirement introduire de la nuance. Mais je peut-être je suis seul à faire, je le fais dans mon coin, cela n'est pas transmis et donc ça reste bien sûr il y a des figures imposées dans tout récit ou dans toute approche d'un sujet comme celui du père ou de la relation au père. C'est
Bien sûr, c'est un... Je suis arrivé au stade où je dis père et je ne dis plus mon père. C'est, je pense, être arrivé à cela, c'est déjà père, comme je peux dire mère. J'ai une sainte horreur quelque part de gens qui disent papa, maman de quelqu'un alors qu'ils ne sont plus enfants. Ce n'est pas concevable dans ma façon de voir les choses. Je dis même pas mon père, c'est père avec un P majuscule. Il y a bien entendu ce problème. Si je mets une majuscule, c'est que j'introduis quelque part une certaine dose de valorisation. Je euh, le valorise par rapport à moi-même. Ai-je encore besoin de cette valorisation, de créer ce rapport quelque part euh, pas hiérarchique, mais ce rapport un peu sur un peu c'est quelque part un enfant, moi enfant qui vient me plaindre à mon père que mon père ne défend pas. Aujourd'hui, je suis un adulte, j'ai besoin de me plaindre, mais je ne suis plus un enfant. Donc, je suis un adulte qui a été mis à mal, non pas par une personne, par une agression physique, mais par toutes ces agressions multiples et par cette incapacité ressentie au plus profond de moi-même, incapacité à être de ce monde, capacité à appartenir à ce monde, à y jouer un rôle, à en être un acteur. Revenir vers le Père pour lui dire que son fils n'a pas été à la hauteur. Est-ce là l'aveu ultime, mais qu'il ne faudrait jamais prononcer? Dans ma façon d'approcher les choses, je considère que l'aveu n'est pas, n'est pas mauvais en soi. Rien n'est mauvais ni bon en soi-même. Nous vivons des moments. C'est, ce n'est pas spécialement nous cherchons pas spécialement euh, à être satisfaits ou insatisfaits. Nous sommes quelque part, euh, nous vivons ce que nous vivons et peu importe l'aspect que cela puisse prendre, cela est aussi notre vécu et nous devons nous en réclamer dans l'appropriation de cette part de soi qui peut être aussi une part maudite, une part euh, difficile à revendiquer, mais qu'il faut quand même revendiquer, il faut quand même s'approprier face à son géniteur. Le problème, c'est avec cette marge de manœuvre qui se réduit. L'aveu d'un échec ou d'un échec fondamental est normalement
intéressant parce qu'il permet de créer les conditions d'un certain dépassement de cet échec. Seulement avec la vieillesse, avec avec le, avec le temps, le peu de temps qui me reste, il devient difficile de penser que j'ai encore une chance de dévier le cours des choses, de peser sur le cours de ma vie. De plus en plus, chaque jour, chaque instant me confirme dans cette réalité, hostile. Alors que faire? C'est la question qu'il faudrait poser au Père. Que faire? Si ce n'est que faire et pourquoi faire? Faut-il vraiment faire quelque chose? Ou devrais-je me contenter de regarder la vie passer, de regarder le monde autant qu'il est possible de le regarder, d'être en situation d'observateur, d'être dans une position d'extériorité, car quoi qu'on fasse, les enfants ne sauvent pas leurs parents de la mort. Ils ne se substituent pas à leur géniteur. Dans ce cas-là, quand on meurt, c'est soi-même. Et peu importe le fait qu'on ait des enfants ou pas, notre mort met fin à notre être. Donc, avoir des descendants ou pas, cela est de peu d'importance. Dire cela, dire de ces énormités-là, est-il possible de dire des énormités, de proférer des choses aussi particulières, j'allais dire abracadabrantes, à un moment donné? Quel discours, quel mot choisir, que dire, que raconter, qui soit vrai, qui ne soit pas travesti, qui ne soit pas caché, qui ne soit pas voilé, se dévoiler face au Père, sans enfoncer ce dit Père, plutôt que d'être dans une situation d'ouverture, j'arrive à des conclusions où je ne vois pas spécialement, en tout cas pour ce soir-là, ce soir-ci, je ne vois pas tellement de solutions, je ne vois pas tellement de perspectives à la situation présente. J'appréhende plutôt une certaine incommunicabilité, une certaine incapacité à exister dans l'esprit de l'autre. Je ne peux exister dans l'esprit de mon Père qu'incomplet. Ma vérité, si tant elle est une vérité, ou ma vérité est une vérité que je dois garder pour moi-même. Nous sommes des êtres qui doivent faire face à des vérités, j'allais dire
qui les dépasse. Avec l'âge, on prend conscience que nous ne sommes pas si maîtres que cela de notre vie, que nous sommes plutôt sous la domination de tout un tas de facteurs et que nos moments, le moment où nous avons senti que nous étions puissants, cela a été des moments, comment dire, cela a été faux parce que cela n'avait aucune espèce de réalité. La réalité est que nous devons progresser dans la vie en renonçant à tout sentiment de puissance, à tout sentiment de sécurité, à tout sentiment de permanence. Nous faisons face à des événements, faisons face à des réalités, nous faisons face à des difficultés qui nous obligent à reconsidérer notre vision optimiste. Nous devons nous replier sur nous-mêmes en quête d'un territoire qui serait épargné par l'adversité, un refuge, un lieu d'apaisance, un lieu de résistance, un lieu d'insoumission où ne régnerait que liberté totale. Ce rendez-vous-là a été un rendez-vous particulier, un rendez-vous avec le Père. Il est évident qu'on n'en a jamais fini avec le Père et que donc je n'ai pas fini avec ce sujet et que j'y reviendrai avec plaisir en journée plutôt qu'en soirée. Je pourrais parler fort, je pourrais, sous l'influence d'une certaine dose de caféine, je pourrais laisser venir à moi les mots et les expressions fortes pour produire un texte, une oralité plus, en tout cas, une oralité et à tout le moins quelque chose qui ressemble à de l'engagement. Je sentirais plus engagé dans les paroles que je serais amené à dire. À la prochaine fois.